celles et ceux qui réussiront demain seront ceux qui s'adaptent au contexte, aux circonstances, et qui verront dans toute transformation une opportunité. Bienvenue dans Éclosion, le podcast où des professionnels inspirants nous racontent leurs projets de vie et leurs histoires de carrière. Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode d'Éclosion. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir un invité vraiment spécial, en tout cas très spécial pour moi, Loïc Arrier, le plus jeune DG d'une grande école de management en France. À seulement 39 ans, il est à la tête du groupe Éclore Éducation et il a plein de choses passionnantes à partager avec nous. On va plonger dans son parcours, découvrir les moments clés de sa carrière et comprendre comment il a fait pour arriver là où il en est aujourd'hui. On parlera aussi de sa vision innovante pour Éclore Éducation, de l'importance de l'éthique et de l'impact de l'intelligence artificielle sur l'enseignement du management. Et pour finir sur une note un peu plus décalée et détendue, on lui posera des questions inversées et surprenantes. Par exemple, quel a été le pire conseil qu'on lui ait donné, ou encore quelle est l'erreur la plus mémorable qu'il a commise. Vous allez voir, ça promet des moments vraiment intéressants et authentiques. Bonjour Loïc. Bienvenue. Bonjour David. Bienvenue dans Éclosion. Merci pour l'invitation. Mais avec plaisir. Et est-ce que tu peux te présenter rapidement avant de démarrer ? Mais oui, alors Loïc Arrier, j'ai non plus 39 mais 40 ans, voilà, depuis le mois de novembre. Voilà. Mais voilà, je suis le directeur général du groupe Éclore qui est né il y a 2 ans et demi. Super. Alors, est-ce que tu peux nous parler de tes débuts professionnels et des étapes clés qui t'ont mené à ton poste actuel ? Alors, c'est pas vraiment des étapes clés. En fait, mon parcours professionnel, il est surtout fait de rencontres et de personnes qui ont, à certains moments dans ma vie, orienté de façon pérenne et durable mon parcours professionnel. Donc, moi, je me suis inscrit par hasard à la fac de droit à Bordeaux parce que je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Donc, la seule inspiration de cette inscription à la faculté de droit, c'était de faire plaisir à ma maman qui voulait que je sois avocat, tout simplement. Donc il n'y a pas du tout de lien de causalité entre ce que je fais aujourd'hui et ce à quoi j'aspirais quand j'étais étudiant à 18 ans. Puis j'ai été un étudiant très engagé dans la vie de mon université. Donc j'ai été membre pendant très longtemps du conseil d'administration de la fac de droit et de l'université de Bordeaux 4 à l'époque. Et donc ça m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes qui ont eu un impact et une incidence sur ce que je fais aujourd'hui. Et j'étais un étudiant qui faisait beaucoup la fête. Ah oui. Beaucoup la fête. Ça permet de faire des rencontres aussi. Absolument, et ça permet de beaucoup comprendre aussi, de bien comprendre la psychologie humaine, parce que la nuit, on découvre les gens sous une autre facette. Et donc en fait, dans ce qui a été marquant dans ma vie, ça a d'abord été la rencontre avec mon directeur de thèse. Donc j'étais à l'époque en master de droit, et j'intervenais souvent sur les questions liées au budget de l'université. Il m'a dit, mais mon cher Loïc, vous devriez faire de la gestion, ce qui m'a permis en fait de m'orienter ensuite vers l'Institut d'administration des entreprises à Bordeaux, où j'ai fait un premier master qui s'est très bien passé, puis un deuxième master, et donc j'ai découvert les sciences de gestion, et j'en ai fait une thèse de doctorat que j'ai soutenue en 2014. Donc là, tu as vraiment trouvé ta voie après, une fois que tu étais en gestion ? Absolument, j'ai trouvé ma voie. Je me prédestinais à l'issue de ma thèse à une carrière universitaire, en tant que maître de conférence, puis professeur des universités. Mais une nouvelle fois, une rencontre a modifié la trajectoire. Donc j'ai fait 1 an à l'université de Bordeaux et j'ai développé à côté de mon poste en fait des activités de consulting, des activités d'intervention dans différents groupes privés d'éducation. Et il s'avère que le hasard fait que j'ai rencontré la directrice générale de l'école dans laquelle je travaillais précédemment, qui m'a proposé du travail, et notamment l'implantation d'un nouveau campus à Bordeaux. Et donc le relationnel a été tellement fort et tellement bon dès le départ que j'ai signé tout simplement, et je suis resté 10 ans dans cette école. Et le hasard de la vie fait qu'aujourd'hui je suis ici, à ce qui était avant le groupe formation de la Chambre de commerce et d'industrie Pau Béarn, et qui est devenu Éclore. Donc ça a été ces moments de transformation, ces rencontres ont été vraiment ces moments de transformation de ta carrière, que ça a été vraiment des rencontres et... Oui, ça a été des rencontres. Plus que des événements. Ça a été vraiment des rencontres, ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure je pense, mais aujourd'hui ce qui fait la différence dans une carrière et dans un parcours, c'est l'altérité, c'est la vision qu'on peut avoir des autres. Et moi, ce qui m'a vraiment marqué dans ma carrière, c'est que je n'ai jamais rien projeté.
C'est-à-dire que je n'ai jamais eu aucune idée, en fait. Là encore aujourd'hui, je ne serai pas où je serai professionnellement dans 10 ans. D'accord, ok. Donc j'avais aucune certitude. Ouais, tu avances dans le présent, quoi. Voilà, j'avance dans le présent sans me projeter dans le futur et en disant en fait que tout ce que je vis dans le présent, ça me permet de forger des expériences qui me seront utiles, quoi qu'il advienne, dans l'avenir et dans le futur. Et ce qui te permet de rester quand même ouvert, de rencontrer des gens, de discuter avec eux, voilà, sans prétention, mais juste voilà. Absolument. Moi, j'ai jamais eu aucune ambition professionnelle, pour faire très simple. Je me suis toujours laissé porter par les rencontres et par les opportunités. Et donc, je pense qu'il faut saisir les opportunités. C'est très important. Et c'est ce qui permet aussi, quand on adhère à un projet, quand on adhère à des individus, quand on adhère à des visions, ça permet d'avoir une carrière professionnelle qui permet de s'épanouir pleinement. Ouais. Bon, après, quand on est jeune et qu'on est DG d'une grande école de management, il faut quand même avoir un certain sens du leadership. Et c'est quoi exactement le métier et le quotidien d'un directeur général d'une grande école de management ? C'est très changeant. C'est-à-dire que on apprend aux étudiants en première année que le dirigeant, c'est celui qui construit la stratégie de l'école. C'est pas vrai. C'est-à-dire qu'un dirigeant, c'est quelqu'un qui prend des décisions opérationnelles et qui essaye en fait de faire en sorte que chacun soit au mieux dans l'organisation pour être le plus performant possible. Et donc ça, c'est beaucoup d'écoute, beaucoup d'empathie. Et le leadership, ça passe d'abord, à mon avis, par la compréhension des individus et la convergence entre les intérêts du collectif avec les intérêts de chaque individu. Donc en fait, mon travail, c'est beaucoup de relationnel avec les parties prenantes, de relationnel avec les collaborateurs, de relationnel avec les étudiants, avec les parents. Ouais. Donc c'est d'essayer de faire en sorte de satisfaire tout le monde et c'est beaucoup d'opérationnel sur des amplitudes horaires très importantes. Ouais. Mais c'est un métier passionnant. Et en plus, mon quotidien, c'est aussi, parce que j'y attache beaucoup d'importance, je suis quelqu'un qui considère en fait qu'un dirigeant doit être capable de faire et de mettre en œuvre. Donc c'est aussi l'enseignement, c'est aussi la recherche et c'est de rendre service ou être présent partout dans l'organisation où il y a besoin d'une ressource supplémentaire. En fait, diriger une école, tu la diriges pas comme tu souhaiterais qu'elle soit, mais tu la diriges comme elle l'est. Absolument. C'est ça. Et donc on a une spécificité ici au sein d'Éclore, c'est qu'on est une grande école tout en étant une petite école. C'est-à-dire qu'on est une PME. Donc en fait, un dirigeant de PME, c'est quelqu'un qui mouille la chemise au quotidien sur des aspects très opérationnels, comme le font tous les membres de la direction de l'école et puis tout le monde à l'école. Donc on est... et c'est toujours avec plaisir en fait, et je pense qu'on gagne beaucoup quand on fait ce métier-là, à côtoyer directement les étudiants, à côtoyer directement l'ensemble des collaborateurs, donc à être très opérationnel. Parce qu'une école, c'est, à mon avis, d'abord une aventure humaine. Donc j'imagine que pour faire tout ça, il faut avoir quand même beaucoup d'énergie. Est-ce que ta jeunesse, justement, elle influence ta vision et ton approche du leadership ? Alors je pense que oui, mais quand on est dans une école, en fait, on est très vite vieux, parce que les étudiants nous rendent très vite vieux. Voilà, c'est-à-dire que... Alors, j'ai une petite anecdote marrante, quand on demande aux étudiants... mon âge, j'ai fait le test avec un groupe d'étudiants de bachelor de première année, ils me donnent plutôt 50 ou 55 ans. Donc oui. Alors je sais pas si c'est la fonction qui a 55 ans ou si c'est moi qui ai 55 ans, mais voilà, ça met une petite claque. Alors la jeunesse, je pense que la jeunesse c'est beaucoup dans la tête, et puis c'est beaucoup aussi dans la remise en question. Et dans l'expérience aussi peut-être un peu. Et dans l'expérience. Alors je pense en fait que l'atout c'est l'énergie, très clairement. Peut-être un peu la fougue et puis le fait d'aller et de vouloir aller vite. La limite, c'est qu'effectivement, on apprend et on est obligé de capitaliser très vite sur les erreurs pour éviter de recommettre les mêmes erreurs. Mais donc l'avantage, c'est de pouvoir aller vite, d'avoir de l'énergie, de pouvoir se tromper, mais de pouvoir très rapidement corriger. Là où quelqu'un, à mon avis, de plus expérimenté, ne recommettra pas deux fois les mêmes erreurs parce qu'il aura déjà fait ces erreurs-là. Et c'est vrai que c'est vraiment pour moi une vraie opportunité d'être ici. Et, je trouve que c'est un métier passionnant parce qu'il y a tout à construire. C'est-à-dire qu'il y a le fait d'être DG, mais il y a aussi le fait d'être DG dans une nouvelle école qu'on a eu avec l'équipe, en fait, ensemble, l'occasion de construire et créer. Donc, au-delà de la prise de poste jeune, ce qui est vraiment... passionnant et c'est le lancement en fait du groupe et de la marque et de tout ce qui va avec sur une dimension multicampus.
Et justement, tu parles donc d'Éclore, cette nouvelle école, qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est la fusion de l'ancienne ESCPO et du CNPC Sport. Et tu as récemment parlé de la renaissance d'Éclore. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette transformation et les innovations qui sont mises en place justement dans cette nouvelle école? Alors Éclore, c'est une école qui appartient à tout le monde. C'est pas l'école du directeur général ou des professeurs, c'est vraiment cette volonté-là d'être au cœur en fait des parties prenantes, au cœur de la cité. Donc moi, quand je suis arrivé, j'ai postulé à une offre d'emploi qui s'appelait directeur général du groupe formation de la Chambre de commerce et d'industrie POBA. Et donc, a priori, comme ça, je n'aurais pas donné suite. Ensuite, j'ai un petit peu creusé, donc la curiosité m'a amené à regarder ce qu'il y avait derrière le groupe formation de la Chambre de commerce et d'industrie Pau Béarn. Donc j'ai vu qu'il y avait le SCPO, qui était mon environnement parce que je viens du monde des grandes écoles de management, et le CNPC, donc une école de sport. J'aime beaucoup le sport, donc je me suis dit que c'était deux secteurs qui me passionnaient. Donc j'ai donné suite, et il s'avère que la première intention de mon recrutement, c'était de dire que j'allais chapeauter deux directeurs généraux, un le SCPO et l'autre au CNPC. Ouais, pour les deux écoles. Ouais. Voilà. Donc je me suis dit, c'est peut-être un petit peu simple. Donc le préalable, c'est peut-être de demander à tout le monde ce qu'il pensait de l'école. Donc on a posé un diagnostic stratégique où on a posé la question de la vision que l'ensemble des parties prenantes avaient de l'école. Donc on a posé la question aux étudiants, évidemment, aux diplômés, aux entreprises partenaires, aux collaborateurs, aux professeurs, aux élus de la Chambre de commerce et d'industrie. Et on s'est dit que finalement, il y avait peut-être quelque chose de différents et d'alternatifs à faire. Donc on a échangé avec Didier Laporte, le président de la Chambre de commerce et d'industrie, et Valérie Dubouet, donc la directrice générale. Et donc on s'est dit que peut-être que la trajectoire n'était pas forcément celle qui était déterminée au départ, et que la meilleure façon de voir évoluer le groupe, c'était de donner naissance en fait à une nouvelle marque, à une nouvelle identité, très fortement différenciante dans le secteur. La décision a été prise de fusionner les deux écoles et de faire naître Éclore, qui est cette nouvelle marque de l'enseignement supérieur français, avec des aspirations qui sont extrêmement fortes, avec un fonctionnement également qui est extrêmement agile, c'est-à-dire qu'Éclore renaît chaque jour. C'est-à-dire qu'Éclore est en train... C'est un phénix, quoi. C'est un phénix, absolument. C'est un phénix du quotidien. Et donc, l'idée d'Éclore, c'est de travailler à la transformation par la pratique, par le quotidien, et donc d'essayer de faire en sorte de grandir chaque jour, de renaître chaque jour, et donc de trouver un équilibre qui permette de satisfaire toutes les parties prenantes, notamment les étudiants, et le fait que les étudiants sont ici pour vivre une expérience qui aura une incidence très importante sur leur avenir, très importante sur leur vie future. Et donc on a cette mission-là. Donc si on fait ce métier-là, toutes et tous, c'est dans un contexte qui est fortement transformationnel, c'est faire en sorte que les jeunes se sentent bien pour aller le plus loin possible. Et cette vision de renaissance permanente, c'est quelque chose qui est imprégné aussi chez les étudiants, c'est-à-dire qu'ils ont aussi cette façon de penser, de voir un peu leur évolution personnelle et professionnelle. Alors, de se remettre en question, parce qu'en fait, c'est ça, c'est une remise en question. Oui, alors quand on travaille en fait avec des jeunes de 18 ans, qu'on a de nouveaux jeunes de 18 ans chaque année, on voit que le monde change. Et je pense que la fenêtre de vision du monde, elle est beaucoup plus grande que dans d'autres métiers. J'ai commencé à enseigner il y a une quinzaine d'années, et donc il y a 15 ans, c'était complètement différent, et l'approche en fait des jeunes était complètement différente. En 2024, enseigner, c'était pas la même chose, ou c'est pas la même chose qu'enseigner en 2025. Le monde va tellement vite, les évolutions technologiques sont tellement radicales et bouleversantes, le contexte international est tellement changeant que l'on est obligé de se transformer en permanence. Et donc, parmi les valeurs d'Éclore, il y a l'agilité, et donc l'agilité, c'est s'adapter. Celles et ceux qui réussiront demain seront ceux qui s'adaptent au contexte, aux circonstances, et qui verront dans toute transformation une opportunité. Moi, il y a un discours que j'ai du mal à entendre, c'est le « c'était mieux avant ». Parce que le « c'était mieux avant », en fait, on se rassure dans le passé. On essaie de trouver les solutions au présent, mais les solutions au présent, on les trouvera uniquement grâce à l'innovation, à la créativité, et au fait d'en vouloir, et au fait aussi, de façon très concrète et très opérationnelle, de saisir les opportunités. Et de prendre des risques.
Parce que saisir une opportunité, c'est très souvent prendre un risque. Une école de commerce, c'est aussi une école qui doit s'adapter aux besoins des entreprises. Est-ce que justement, c'est des besoins ou des demandes des entreprises qui sont très fortes, cette adaptation, cette façon de voir ce monde un peu qui évolue très rapidement? Ils ont besoin d'avoir des managers qui sont prêts à préparer en tout cas à ces évolutions et à ces changements. C'est assez marrant parce que quand on discute avec les entreprises, alors indifféremment de l'école, très souvent, ce qui est mis en avant, c'est que les étudiants n'apprennent rien à l'école. Ah ouais. Très souvent. Et qu'on a une mission qui concerne plutôt le savoir-être et l'engagement, l'implication. Et donc, ça, on y travaille. Et une école, aujourd'hui, contrairement à une école d'il y a 15 ou 20 ans, c'est plutôt un endroit dans lequel on grandit, dans lequel on évolue, dans lequel on se transforme et dans lequel on apprend non plus à un métier de façon très opérationnelle. On apprend plus à être comptable, banquier ou marketeur, ça évolue trop vite. On apprend à être un professionnel, et on apprend à être en fait, tout simplement. On apprend à être dans un collectif, à faire avec le collectif, à tirer le maximum d'un collectif et à comprendre en quoi en fait le collectif nous permet d'être beaucoup plus efficace que seul dans un monde en fait où les gens sont très 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 centrés sur eux-mêmes. Donc le rôle de l'école, c'est tout simplement apprendre à faire ensemble. À faire ensemble, oui. Et à faire aussi avec l'intelligence artificielle. Oui. Très belle transition. Très belle transition. Bravo. Très professionnel. Et justement, comment l'intelligence artificielle transforme-t-elle l'éducation supérieure tu vois, et il doit y avoir aussi des défis éthiques qui seront associés à tout ça. On voit de plus en plus de jeunes qui utilisent, et puis même ici, avec Laure, on demande quand même aussi aux jeunes d'utiliser l'intelligence artificielle. C'est un outil. On a fait des podcasts sur l'intelligence artificielle, à écouter. Alors, c'est quoi les défis éthiques et la transformation de l'éducation, l'enseignement supérieur? Sur l'enseignement supérieur, il y a vraiment... le métier de professeur a littéralement changé, ou doit littéralement changer par rapport à ce qu'il était. Pourquoi ? Parce qu'on est dans la société de la connaissance où, avec ChatGPT, on peut accéder à peu près à toutes les connaissances structurées sans le moindre effort en quelques secondes. Donc ça, c'est factuel. On ne peut pas être contre, en fait. Certains sont contre, mais on ne peut pas être contre. C'est-à-dire que c'est un état de fait. Donc c'est un outil qui est utilisé par toutes et tous aujourd'hui de façon quotidienne. Moi, le premier, j'utilise plus de 40 fois ChatGPT par jour pour gagner en productivité. Donc ça implique que là où un cours, par le passé, c'était... je rentre dans une salle de classe, j'ai la connaissance qui m'est transmise par le sachant, et ensuite je mets en œuvre cette connaissance dans le cadre d'un exercice. Ce temps-là, il est fini. Pourquoi ? Parce que la connaissance est là. Tout est là, à portée de clic, quoi. À portée de clic, à portée de smartphone. Donc ça implique que le professeur, aujourd'hui, c'est plus quelqu'un qui amène des réponses, mais c'est quelqu'un qui apprend à poser les bonnes questions. Ouais, qui t'amène à réfléchir, à te poser les bonnes questions. Ouais. Et derrière, en fait, les bonnes questions, c'est le prompt. Donc le prompt, c'est la question qu'on pose à l'intelligence artificielle qui nous permet d'être bien meilleur et d'être bien plus efficace. Et au-delà de ça, le séquençage d'un cours ne peut plus être le même. C'est-à-dire que pour moi, on doit intégrer les outils d'intelligence artificielle, ChatGPT, Grok et tous ces outils-là, on doit les intégrer dans la salle de cours. Ça doit devenir un outil pédagogique. Et le rôle du professeur, c'est de challenger les outils, mais c'est surtout également de donner conscience à chaque étudiant qu'il y a des choses que ne sait pas faire l'intelligence artificielle. Ouais. L'intelligence artificielle, elle ne sait pas prendre parti. Si vous demandez son avis à l'intelligence artificielle, elle ne vous le donnera pas. Elle vous ça reste très factuel et objectif. Quoi. Absolument. Les arguments pour, les arguments contre. Ce qui fait la différence de quelqu'un qui aspire à des fonctions de leadership, c'est la capacité à avoir une vision tranchée sur ce pourquoi en fait il contribue à un collectif. Donc le rôle d'une école aujourd'hui, c'est de permettre à chaque étudiant de se forger sa vision de ce pourquoi en fait il contribue à un collectif et de ce pourquoi en fait il souhaite plus tard être impactant. Et on le voit, les leaders
aujourd'hui internationaux, économiques. Alors je pense notamment à toute l'actualité nord-américaine, à la présence d'Elon Musk dans le bureau ovale, à la présence de Mark Zuckerberg aux côtés du président Trump, au fait que récemment l'un des fondateurs d'Apple a porté une vision alternative. Ces gens-là, ils portent une vision et chacun à son niveau doit agir en fonction d'une vision. Donc le rôle d'une école, c'est d'apporter de l'humanité et de cette humanité, de susciter chez les jeunes en fait la construction de leur vision qui leur permettra en fait de donner du sens à toutes leurs actions futures. Et une vision collective, ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que tu peux avoir ta vision à toi, il faut qu'elle soit et qu'elle puisse être partagée avec d'autres personnes. Tout à fait, absolument. Donc on est constructeur de vision, si j'ose dire. Et tu ne penses pas que l'intelligence artificielle ne devrait pas aussi entrer dans les collèges, les lycées ? Elle y est déjà. Alors j'enseigne à des étudiants de première année de bachelor, donc des néo-bacheliers, et dès mon premier cours, le jour de la rentrée, on utilise ChatGPT. Et donc je leur demande, est-ce que vous avez déjà utilisé ChatGPT ? En cours. Hein. En cours. Ils font non. Je leur dis, mais est-ce que vous avez déjà utilisé ChatGPT sans en avoir le droit pour tricher ? Ah oui, voilà. Donc ils le font tous. Évidemment. Exactement, bien sûr. Ils le font tous. Évidemment. Et donc, ils ne se font pas attraper. Donc, ça veut dire que les jeunes utilisent ChatGPT dans l'enseignement secondaire et très probablement dès le collège. Et très probablement pas de la bonne manière. Et pas de la bonne manière parce que ce n'est pas un usage qui est consenti par l'institution. Et donc, ce que je leur apprends dès le premier cours, c'est une méthodologie pour utiliser ChatGPT en leur disant, bon ben voilà, vous avez des exposés à faire, à réaliser, donc vous allez utiliser ChatGPT. Première réaction, ah oui mais monsieur ça va prendre beaucoup moins de temps et on va plus travailler. Et là je leur dis, mais vous comprendrez que si je vous demande d'utiliser ChatGPT, le degré d'exigence, il va augmenter. Il va augmenter, oui. Forcément. Et je vais vous demander de bien utiliser ChatGPT. Donc évidemment, premier exposé, toujours bâclé, parce qu'ils sont tombés, mais de toute façon, les individus sont... feignant, c'est pas moi qui le dis, c'est le contrat social. Donc, pour qu'un individu fasse, il faut qu'il soit contraint à faire. Donc, ils vont voir dans ChatGPT au départ de la facilité, du confort et le fait de pouvoir très vite faire quelque chose qui aurait pris beaucoup de temps par le passé. Ouais. Donc, le premier exposé passe. Évidemment, il est insatisfaisant. Et petit à petit, ils se rendent compte qu'utiliser les outils, ça nécessite beaucoup plus de réflexion, beaucoup plus de travail que ne pas utiliser les outils. Pourquoi ? Parce que le degré d'exigence est supérieur. Et parce que derrière un enseignement dans une grande école de commerce en 2025, on attend aussi de la remise en question et on attend aussi le fait qu'une réponse d'un chat lié à l'intelligence artificielle soit confrontée à qui est l'individu. C'est-à-dire que quand vous avez une réponse, quand vous posez une question à ChatGPT, la vraie réponse, c'est ce que vous répond ChatGPT, plus tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous connaissez, toute votre expérience, et de l'expérience et de la culture générale, ça peut être... Si vous êtes fan de séries, ça peut être de l'inspiration dans les séries. Si vous êtes fan de musique, ça peut être la musique. Bien sûr. Donc, tout ce à quoi, en fait, aspire un jeune au-delà de la salle de classe. C'est-à-dire que la construction d'un profil, c'est la salle de classe, mais surtout ce qui se passe en dehors de la salle de classe. Donc, ce à quoi aspire, en fait, l'individu. Bien sûr. Et quelles compétences seront essentielles pour les futurs leaders demain dans un monde, justement, qui est beaucoup plus digitalisé, automatisé, tu vois ? Alors, moi, je vois... 3 grandes compétences. La première compétence, c'est la capacité à avoir une vision. Ouais. Donc la capacité à trancher. Ça, on le redit depuis le début, c'est vraiment c'est très important. La capacité de trancher, d'avoir une vision, très important. D'avoir une opinion, voilà. Oui, c'est-à-dire que c'est important. C'est pour moi, c'est fondamental. C'est-à-dire que si je vous demande, si je te demande demain de faire une note d'opportunité pour savoir si oui ou non on doit ouvrir un bureau de représentation en Chine, si tu me dis oui, non, peut-être, la note va servir à rien. Par contre, si tu me dis oui, je vais te dire pourquoi il faut y aller, là, ou non, là, ça sera impactant. Et en plus, ça, une intelligence artificielle ne sait pas le faire. Et donc, la deuxième compétence, c'est savoir argumenter, c'est savoir convaincre. C'est-à-dire que derrière le fait de convaincre, et surtout savoir convaincre dans les codes d'aujourd'hui. Donc pitch, quoi. Savoir faire un pitch. Savoir faire une vidéo TikTok. Une vidéo TikTok. Une vidéo qu'on a. En fait, le pitch, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de scroller dans les 3 premières secondes. Exactement. Et ça, c'est une compétence essentielle parce que la société dans laquelle on vit, c'est une société qui est très oppressante et dans laquelle le temps coûte cher. Donc, il faut être capable de convaincre vite.
Donc ça, c'est la deuxième compétence. Et la troisième compétence, c'est le courage. Oui. Et le courage, c'est cette capacité à y aller, c'est la capacité à prendre des risques, c'est la capacité à se mettre en danger, c'est la capacité à sortir de sa zone d'incertitude, c'est la capacité à sortir de choses qui sont parfois beaucoup trop conformistes. Et l'intelligence artificielle, c'est une boîte prête à penser. Ouais. Donc là, l'idée, c'est que ceux qui iront le plus loin seront ceux qui seront en capacité de penser en dehors de la boîte, out of the box. Et ça, c'est quelque chose que l'on doit cultiver à l'école, et on le cultivera, et on le cultive d'ailleurs au quotidien par rapport à l'une des valeurs qui nous est chère, c'est l'audace. Et donc l'audace, c'est oser. Et s'il y a bien un lieu où on peut se tromper, à mon avis, en 2025, c'est dans une grande école de commerce. Il faut avoir du courage pour se tromper. Et souvent, en face de toi, il y a des gens qui ne partagent pas forcément cette même vision, cette même opinion. Il faut savoir répéter. Exister et avoir une vision, c'est accepter que tout le monde ne partage pas la même vision. Oui, c'est ça. Et ça, c'est, ce qu'il faut, c'est fondamental. C'est-à-dire que quand on regarde un petit peu le monde dans lequel on vit, il y a vraiment une fracture dans les visions de ce qu'est le monde, de ce qu'est l'humanité. Et de plus en plus. De plus en plus, surtout depuis cette semaine. Depuis cette semaine, voilà. Mais de façon très concrète, en fait, il faut assumer sa vision. Et assumer sa vision, c'est ne pas plaire à tout le monde. Et on ne peut pas plaire à tout le monde. Oui, bien sûr. Et alors, on va passer sur des questions un peu plus personnelles et de réflexion, sur tes inspirations et tes motivations. Qu'est-ce qui t'inspire le plus dans ton travail au quotidien ? Parce que travailler dans une école, comme tu le disais tout à l'heure, c'est très intéressant parce que tu es au contact de beaucoup d'humains, tu vois, oui. de jeunes qui te font... qui me vieillissent. Qui te vieillissent, voilà. Alors, c'est quoi qui t'inspire le plus alors, moi, ce qui m'inspire, c'est... je pense que dans l'éducation, au-delà de l'école, l'éducation, c'est ce qui transformera la société. Et donc, on est impactant quand on travaille dans une école, parce qu'en fait, on a possibilité de transmettre des messages qui sont forts. Et donc, moi, ce qui m'inspire vraiment, c'est la capacité à ce que chacun, en fait, trouve sa voie, et que le fait que chacun trouve sa voie lui permette ensuite d'avoir un impact, en fait, dans les organisations dans lesquelles il travaille, et derrière qu'il soit tout simplement heureux. Donc moi, ce qui m'inspire, et ma plus grande source d'aspiration et ma plus grande inspiration, si j'ose dire, dans mon métier, c'est de faire en sorte que les gens, étudiants, collaborateurs, etc., se sentent le mieux possible. Parce que j'ai une conviction, c'est que quand on se sent bien, dans un environnement confiant, dans un environnement bienveillant, on arrive à tirer le maximum de soi. Et pour ça, en fait, mon job, c'est d'écouter et d'essayer de faire preuve de la plus grande altérité pour que ce qu'on construit, en fait, je le construise pas tout seul, mais qu'on le construise tous ensemble. Alors tout ça, c'est pas des mots, mais c'est vraiment des actions. Et j'ai la chance d'être dans une organisation où je connais tout le monde, où j'ai des interactions avec les étudiants assez régulières, voire quotidiennes. Donc moi, mon inspiration, c'est de faire en sorte de créer le cadre le plus confortable possible pour que chacun puisse impacter les organisations dans lesquelles il contribuera en fonction de sa propre vision. Oui, c'est ça, c'est être heureux, trouver sa voie et être utile à la société en ayant un impact positif et en faisant avancer sa vision. Et c'est ça, le rôle du DG d'Éclore. Et quel conseil tu donnerais à un jeune professionnel, admettons, qui aspire à un poste de DG ou de leadership dans l'éducation ? Alors, le premier conseil... Alors, je dis jeune, je te coupe, c'est pas 20 ans, quoi, tu vois, oui, c'est jeune, 30... Oui, alors, dans le secteur, c'est un secteur qui se transforme. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir beaucoup de transformations dans le secteur, peut-être de nouveaux acteurs qui vont arriver avec de nouveaux modèles. Le premier conseil, c'est de ne pas avoir de certitude. C'est de n'avoir que des doutes. C'est-à-dire qu'un professeur ou un enseignant ou une institution d'enseignement supérieur qui n'a que des certitudes ne peut que se tromper. Jamais j'aurais imaginé, il y a 3 ans tout simplement, qu'on en serait à ce point en fait technologique en matière d'intelligence artificielle. Ah ouais, c'est clair. On est sur quelque chose qui est transformationnel. Et là où on parlait dans les livres de l'intelligence artificielle il y a 3 ans, aujourd'hui on y est. Et ça remplace en fait des métiers, ça permet de gagner du temps et de la productivité de façon considérable. Donc dans notre métier, on ne peut pas avoir de certitude. Donc quelqu'un qui aspire à être dirigeant dans l'environnement de l'enseignement supérieur, c'est sortir de toute certitude et être capable aussi de saisir les opportunités.
parce qu'il y a des opportunités internationales, il y a des opportunités technologiques, il y a des opportunités humaines, il y a beaucoup d'opportunités, donc d'être dans des opportunités en gardant en tête en fait que le directeur général, c'est aussi celui qui porte le plan stratégique, et je dis bien qu'il porte le plan stratégique, c'est-à-dire qu'on ne fait plus, comme c'était le cas par le passé, un plan stratégique tout seul. Ouais. Une école, c'est quelque chose qui doit être au cœur d'une cité, donc il doit être au cœur de la ville, et c'est surtout quelque chose que les parties prenantes doivent s'approprier. On a du travail encore à ce sujet-là au sein d'Éclore. Il faut vraiment faire d'une école un bien commun. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'une école, c'est l'avenir. Une école, c'est aussi la recherche. Donc la recherche, c'est être en capacité de s'interroger sur des faits et d'essayer d'apporter des réponses avec le plus de consistance possible. Et la science, à mon avis, un bel outil pour essayer de construire des connaissances à dimension universelle. Donc moi, les meilleurs conseils que j'ai à donner aux jeunes, alors d'abord, c'est de travailler. Beaucoup. De travailler à l'école, évidemment, parce que c'est important d'avoir le plus de diplômes possible et d'être initié à la démarche scientifique. Donc pour ça, le doctorat, c'est quelque chose de chouette, de douter beaucoup et de saisir les opportunités. Et de vivre dans le présent, ce que tu disais. Absolument. Et être à l'écoute. Absolument. Et de saisir les opportunités. Voilà, donc c'est d'être dans le présent, véritablement ancré dans le présent. Où vois-tu Éclore dans 10 ans ? Alors, 10 ans, c'est beaucoup aujourd'hui. Pour quelqu'un qui travaille beaucoup dans le présent, c'est beaucoup. Alors, dans 10 ans, chaque jour compte. Alors, dans 10 ans, je vois Éclore qui sera un groupe pérennisé, qui sera un groupe multicampus, avec les implantations, notamment l'implantation à Saint-Denis, en région parisienne. Mais je souhaite en fait qu'Éclore grandisse, évidemment, mais je souhaite aussi qu'Éclore soit fidèle à ce qu'il est et à ce qu'elle est. C'est-à-dire que l'ancrage que l'on peut avoir par rapport aux valeurs du Sud-Ouest, à ce qui est lié à la convivialité, à ce qui est lié au Béarn, à ce qui est lié au fait que nous sommes une école qui est née dans une ville moyenne de province, je souhaite en fait que ces valeurs-là perdurent. Et l'idée, c'est que sur chacun de nos nouveaux campus, on amène en fait un petit bout de Sud-Ouest et un petit bout de ce qui fait que dans notre région, on est quand même très heureux, parce que c'est une région extrêmement agréable. Donc ce que j'aimerais en fait, c'est que Éclore reste fidèle à qui elle est, tout en grandissant et sans renier ses racines béarnaises. Est-ce que ça pourrait devenir un modèle presque, tu vois, la simplicité, l'authenticité, ce modèle Éclore qui pourrait être un modèle d'école ? Oui, je pense que ça peut être un modèle très différenciant. Et ce que j'aimerais en fait, c'est qu'on choisisse Éclore non pas pour une place dans un classement, mais qu'on choisisse Éclore pour des valeurs et pour le fait que Éclore incarne en fait une vision de ce à quoi aspirent nos futurs étudiants. Alors on va passer à la fin, question inversée et décalée. Ça marche. Je ne sais pas si on aura le temps de toutes les faire, on va en choisir 3. Allez. Est-ce que tu veux nous dire quel a été le pire conseil qu'on t'ait donné durant ta carrière ? Alors oui, c'est de suivre ta voie. Ah, ben voilà. Voilà, suivre ta voie. Pourquoi ? Parce que il faut la créer. Parce qu'en fait, je pense que la chose la pire que j'aurais pu faire, c'est de me dire que je m'inscris à la fac de droit, que j'ai mon master de droit, que je passe mon concours d'avocat et que je devienne avocat. En passant à côté de... Mais c'était pas ta voie. Non, c'était pas ma voie. C'était donc en fait, je pense qu'une carrière, en fait, c'est aussi quelque chose sur lequel on doit se laisser un peu porter. Ouais. On doit saisir les opportunités et toujours décider en fonction en fait d'un alignement entre nos propres convictions, notre propre vision et les visions de la personne avec laquelle on veut travailler. Quelle est la compétence la plus inutile que tu aies apprise et que tu n'as jamais utilisée ? Si, la flûte à bec au collège. Ah oui, la flûte à bec, oui. Je m'en souviens très bien. Voilà. Ah oui, je sais pas, même si j'aime beaucoup la musique et que je suis musicien, mais la flûte à bec au collège, effectivement, c'est le contexte. J'essaye de réfléchir si j'ai pas un pote ou une amie qui a percé dans la flûte à bec. Qui est flûtiste à bec. Ouais. Non, je crois pas. Ok, non. Est-ce qu'il y a une décision professionnelle que tu regrettes d'avoir prise ? Alors, oui, il y a plein de décisions. Mais une particulièrement, tu vois. Alors, une particulière,
Non, parce que même dans les mauvaises décisions, en fait, je vois un apprentissage qui est assez... un vrai apprentissage. Après, dans mes décisions professionnelles au quotidien, je prends beaucoup de décisions. Et donc, chaque soir, je me pose la question de savoir si les décisions que j'ai prises sont les bonnes. Et donc, il s'avère que les décisions qui sont prises, elles sont prises... peut-être qu'un autre aurait pris d'autres décisions qui auraient été tout aussi bonnes. Ou moins bonnes, ou tout aussi mauvaises, oui, parce qu'il y a des mauvaises décisions aussi. Mais parmi les décisions mauvaises que j'ai prises, alors pas mauvaises, mais qui auraient pu être meilleures, oui. Il y a... Je sais pas en fait, non, il y a peut-être, si j'ai un gros défaut, mais qui est peut-être inhérent à ma jeunesse, c'est l'impatience. Donc quand on est impatient, on a tendance à vouloir aller un peu vite. Peut-être que sur certaines choses que j'ai pu faire, j'ai peut-être voulu aller un petit peu vite. Et donc, avec l'âge, on vieillit chaque jour. Donc, on apprend à être un petit peu plus patient. Et en étant un petit peu plus patient, on apprend à maîtriser un peu son impatience. Faut pas confondre vitesse et précipitation. Tout à fait. On me l'a souvent dit. Tout à fait. Rien ne sert de courir. Je partage ce défaut. Voilà. Et quelle a été la réaction la plus surprenante que tu aies reçue après avoir pris une décision importante ? Bien sûr, c'est issu en fait, et là j'ai été assez étonné, mais très agréablement étonné, c'est sur le changement de marque, notamment à Pau. Donc on avait deux marques, le SC Pau qui existait depuis 1969 et le CNPC qui existait depuis 1981. Le changement de marque, il a été rapide, c'est-à-dire qu'on a changé de marque un an après mon arrivée au sein du groupe. Et je pensais en fait que l'appropriation par l'écosystème palois prendrait du temps. Prendrait plus de temps, oui. Sauf qu'en fait, en discutant avec l'écosystème palois, c'est acquis. Quand je dis que c'est acquis, rien n'est jamais acquis, mais par contre, la marque Éclore est désormais implantée. Ouais, elle existe, elle est connue, reconnue. Voilà, de façon durable, je pense, dans le Béarn. Et ça m'étonne parce que il y a des exemples, aussi bien dans les écoles qu'ailleurs, de changements de marque qui ont été de vrais échecs. Oui. Et là, en fait, on a réussi modestement à notre niveau, par toute l'implication de l'équipe et par toute l'implication du groupe et de la gouvernance, à réussir ce challenge qui était un gros challenge. Et là où je suis aussi très agréablement surpris, c'est par l'appropriation de la marque par l'ensemble des collaborateurs. Parce qu'en fait, ce qui est extrêmement compliqué dans ce contexte-là, c'est qu'on arrive d'une culture du CNPC, d'une culture de l'ESC Pau, et l'idée, c'est de ne pas fusionner les cultures. Mais l'idée, c'est de créer sa propre une nouvelle culture. Et donc, on est dans quelque chose qui est, à mon avis, je suis très agréablement surpris, en fait, de voir la façon dont l'ensemble des parties prenantes se sont appropriées la marque. Et je crois qu'on va terminer là-dessus, parce que là, du coup, on arrive à la fin de notre épisode. Et merci Loïc. Merci beaucoup, David. Cette discussion inspirante et intéressante. Je ne m'écouterai pas parce que je n'aime pas m'écouter. C'est vrai ? Mais c'était... Je peux changer ta voix si tu veux. Tu peux mettre en chinois. En chinois. Voilà. Tu t'écouteras en chinois. Voilà. Bon, on va terminer Merci sur ça. beaucoup, David. Merci à vous d'avoir écouté Éclosion. N'hésitez pas à mettre un j'aime, des étoiles si vous êtes sur Spotify, des commentaires. Loïc pourra répondre à vos questions si vous nous laissez des commentaires. Et on vous retrouve pour le prochain épisode d'ici une quinzaine de jours. Merci beaucoup, à très vite, à très bientôt. Merci.